Bonjour, bienvenue dans ce 271e briefing. Alors aujourd'hui c'est lundi, donc lundi c'est le jour de l'actualité internationale et donc nous aurons d'ailleurs seulement Igor aujourd'hui puisque Arnaud est toujours sur les routes du monde et nous rejoindra jeudi pour nous livrer son expertise donc sur la partie plus politique et économique sur la Russie. Voilà, donc Igor, bon, on va sans plus tarder, on va le passer la parole. Alors, que s'est-il passé dans le monde ou en Russie d'ailleurs, mais sur un plan plus diplomatique et international? Voilà, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, le lundi, on reprend la tradition, à savoir le topo sur les aspects internationaux. Et puis jeudi, il y aura donc le briefing intégral. Alors, sur les aspects internationaux, je vais revenir brièvement sur la session plénière du Forum oriental de Vladivostok, dont je vous avais parlé jeudi dernier, puisque au moment où on tenait notre briefing, eh bien, Vladimir Poutine se préparait à participer à la plénière. Donc, j'ai pas pu vous donner les éléments, mais ce qu'il faut retenir sur la partie Ukraine et partie internationale, ce sont les quelques déclarations du président russe. Alors, tout d'abord, il a réaffirmé qu'il était disposé à rencontrer Volodymyr Zelensky, mais que cette rencontre devrait avoir lieu à Moscou, ce qu'on avait déjà entendu il y a une quinzaine de jours, de mémoire, ce qui n'arrivera pas. Et évidemment, M. Zelensky, depuis, dans un entretien avec un média occidental dont le nom m'échappe, a répliqué en disant qu'il attendait Vladimir Poutine à Kiev, ce qui n'arrivera pas non plus. Donc l'idée, c'est une fois de plus de montrer qu'on est disposé à échanger avec la contrepartie belligérante, mais tout en sachant que ça n'arrivera pas, ça ne mange pas de pain et ça permet d'éviter d'augmenter la pression ou l'énervement de Donald Trump, puisque c'est devenu un paramètre de ce contexte-là. Euh, la question territoriale, Vladimir Poutine donc l'a évoquée de nouveau en expliquant que elle nécessitait selon lui la tenue de nouveaux référendums, ce qui implique, d'après le président russe, l'annulation de la loi martiale en Ukraine et la tenue d'élections. Donc là, en fait, il fait d'une pierre deux coups, puisqu'on revient sur la question de la légitimité, évidemment, des autorités qui auraient vocation à organiser ces référendums, ce qui renvoie au contexte domestique ukrainien que j'évoquais jeudi dernier, savoir le fait que et M. Zelensky et la Rada, en fait, ont dépassé leur mandat et qu'il faudrait donc tenir de nouvelles élections présidentielles et législatives pour faire réélire un président et un parlement en vue de signer des accords cessez-le-feu ou de paix. Donc ça permet d'évoquer ce sujet-là d'une part et d'autre part, le fait même, imaginons, de tenir des référendums, ce qui est très peu plausible aujourd'hui et très peu crédible et même très peu probable, mais ça permettrait de légitimer en quelque sorte la mainmise aussi de la Russie sur ces territoires en faisant venir des observateurs internationaux, imaginons que l'ONU intervienne, etc. Enfin, c'est un moyen aussi, de facto, de légitimer le contrôle de la Russie sur ces régions annexées par Moscou en septembre 2022. Il a mis sur la table ce sujet-là. Je ne suis pas certain que, alors, je le reprécise, même si ça paraît évident, mais c'est toujours mieux de le préciser, que dans cette question territoriale, dans l'esprit de Vladimir Poutine, puisqu'il est souvent à la mode de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine, je ne suis pas certain qu'il y ait la Crimée. Pour lui, la Crimée, c'est un sujet qui est résolu, et il n'est pas question, à mon avis, selon lui, de retenir un référendum en Crimée. Là, il faisait plutôt allusion aux quatre régions ukrainiennes annexées donc en septembre 2022. Sur la question des troupes étrangères, alors ça a été une phrase qui a été reprise en boucle par les médias ici en France notamment. Le président russe a dit que la présence de troupes étrangères en Ukraine, eh bien ces troupes étrangères, si elles étaient présentes, seraient considérées comme des cibles légitimes pour l'armée russe et que cette règle resterait en vigueur tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et alors ça, c'est quelque chose qui a été retenu par tous les journalistes. J'ai eu beaucoup de sollicitations dans la presse vendredi pour éclairer cette formulation, cible légitime pour l'armée russe, qui est quand même très abrupte, hein. Alors, peut-être commencer par dire que cette formulation a déjà été employée dans le cadre du conflit en Ukraine. Ça a été dit et redit par les responsables russes, que ce soit M. Shoigu à l'époque où il occupait le poste de ministre de la Défense, que ce soit M. Lavrov, ou même probablement le président russe, même si j'ai pas les dates et les lieux dans lesquels ces phrases ont été prononcées, mais c'est une formulation qu'on a déjà entendue et qui a pu porter notamment, par exemple, sur les usines ou les industries de défense
que bâtissent les Européens en Ukraine, conjointement avec le complexe militaro-industriel ukrainien, pour produire sur place du matériel militaire ou des pièces de rechange à destination de l'armée ukrainienne. Ça avait été dit à l'époque que, en guise d'avertissement, hein, que ce type d'installation serait considéré comme des cibles légitimes pour l'aviation russe ou pour des frappes. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, qui n'est pas nouveau en réalité, mais évidemment quand il le redit, eh bien ça interpelle. Sur les questions des garanties de sécurité dont on a beaucoup parlé, dont il a été question à Paris la semaine dernière, Vladimir Poutine a expliqué qu'il fallait aussi évoquer la question des garanties de sécurité pour la Russie. Alors, je rappelle que c'est un sujet, les garanties de sécurité pour la Russie, qui était évoqué au début du conflit, en mars-avril 2022, quand les Russes et les Ukrainiens discutaient directement entre eux. Ça faisait partie du panier des discussions. Et c'est un sujet ensuite, évidemment, qui a été complètement perdu de vue, dont on n'a plus parlé depuis la séquence de la contre-offensive ukrainienne 2023-24 et qui semble un petit peu maintenant revenir sur ces questions de garantie de sécurité, parce que je rappelle que dans le projet d'accord russo-ukrainien de 2022, il y avait des garants qui étaient évoqués, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Russie faisait partie des garants envisagés dans ce projet d'accord qui n'a jamais été finalisé, hein, des garants de sécurité pour l'Ukraine, tout comme dans le mémorandum de Budapest de 94, qui est régulièrement évoqué, la Russie faisait partie également des signataires, hein, et donc des parties censées apporter une garantie de sécurité à l'Ukraine. Il a confirmé que la rentrée de l'Ukraine dans l'Union européenne était un choix légitime de l'Ukraine et ne constituait pas, enfin, n'était pas considéré comme un obstacle ou un problème par la Russie. Donc ça, ça a été dit. Là-dessus, on voit qu'il y a une petite avancée, puisque on l'avait déjà dit, mais au début du conflit, pour les Russes, c'était pas foncièrement un problème que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Puis il y a eu un raidissement sur ce sujet. Je me souviens de déclaration de M. Lavrov qui expliquait que l'Union européenne était considérée comme co-belligérante, hein, compte tenu de l'assistance militaire qu'elle apportait à l'Ukraine et que par conséquent, il n'était pas question que Kiev puisse demander à rentrer dans l'UE. Bon, finalement, là-dessus, ils reviennent, ils lâchent du lest. Par contre, sur l'OTAN, Poutine l'a redit donc à Vladivostok la semaine dernière, la rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN, d'après lui, concerne directement les intérêts sécuritaires de la Russie. Ce qui m'amène au sujet sanctions, puisque parallèlement à cette séquence en Extrême-Orient qui euh, était la continuation directe, hein, de la visite de Vladimir Poutine en Chine, et bien du côté européen, côté américain, les choses ont aussi, on peut pas dire avancé, mais il y a également eu des développements. On a parlé de la réunion de Paris la semaine dernière. Il y a eu un raidissement un petit peu côté américain, en tout cas dans la rhétorique, puisque Donald Trump montre de nouveau des signes d'agacement à l'égard de la Russie. Il n'exclut pas d'activer ce qu'il appelle la deuxième phase des sanctions. C'est sa formulation, c'est pas trop ce que ça veut dire. Le secrétaire du Trésor américain, M. Bessent, a déclaré dimanche que Washington était prêt à augmenter la pression sur la Russie dans le cadre des sanctions. Et aujourd'hui, le monsieur sanction de l'Union européenne, hein, David O'Sullivan, se rend à Washington, où il va arriver certainement dans les heures qui viennent, pour discuter de ce sujet avec ses contreparties américaines, discuter de la coordination et des nouvelles mesures qu'on pourrait prendre contre la Russie. Alors, ça, à l'époque de Biden, ça paraissait extrêmement naturel, c'était fluide, c'est des choses qui se faisaient de manière très très rapide. Depuis qu'il y a Trump, les choses sont moins évidentes et il y a des enjeux. Pour les Européens, il y a un enjeu qui est celui d'éviter le découplage des sanctions, le découplage des sanctions entre l'Europe d'une part et les États-Unis d'autre part. Essayer de conserver un minimum de coordination dans la politique de sanctions à l'égard de la Russie. On sait que Bruxelles prépare le 19e train de sanctions. C'est pas trop ce qu'il y aura dedans, mais il y a plus grand-chose à sanctionner, à part de nouveaux bateaux de la flotte fantôme, de nouvelles entités peut-être qui ont été créées depuis pour contourner les sanctions, peut-être des entités chinoises ou des entités indiennes qui sont accusées à qui on reproche de continuer de faire du commerce avec la Russie sur des commodités sanctionnées. Bon, mais en réalité, c'est de plus en plus difficile, si bien que pour les Européens, l'enjeu, c'est pas de se mettre à dos les Américains si, dans le nouveau paquet de sanctions, il n'y a pas ce que les Américains attendent. Parce que c'est ça l'autre problème. Et ce qui m'amène aux enjeux américains. Pour les enjeux américains, peut-être que moi, ce que je pense, hein, c'est que les Européens appliquent des sanctions secondaires
sur un certain nombre de pays qui continuent de commercer avec la Russie dans le domaine énergétique, plus spécifiquement l'Inde, sur le pétrole. C'était toute la polémique du mois d'août entre les États-Unis et l'Inde, ce qui a facilité le déplacement de M. Modi en Chine grandement, en tout cas avec une mise en scène de la part des Indiens très élaborée, hein, pour montrer que M. Modi allait en Inde, d'une part, et d'autre part, que les Européens arrêtent d'acheter du gaz naturel liquéfié à la Russie et qu'ils l'achètent aux États-Unis. Et donc, finalement, les Européens deviennent un petit peu un instrument de cette guerre tarifaire américaine, les Américains ayant eux-mêmes des bâtons pour inciter les Européens à jouer le jeu ou les punir s'ils ne le font pas. Alors, la réaction des principaux intéressés, autres que comment, Européens et Américains, de l'Inde et de la Chine, s'est pas fait attendre. Les Indiens ont fait savoir qu'ils continueraient à acheter du pétrole. Ils l'avaient déjà dit fin août, ça a été redit ces derniers jours. Ils continueront, quoi qu'il arrive, d'acheter du pétrole à la Russie, d'une part, qui ne céderont pas au chantage, en fait, hein. Et d'autre part, les Chinois ça a été révélé dans la presse ces derniers jours, ont reçu un nouveau chargement de gaz naturel liquéfié russe sur un bateau, un tanker, un méthanier qui est sous sanction américaine, donc pour montrer qu'ils ne tiennent pas compte de cette restriction enfin, le signal est vraiment très fort, s'en fiche donc des sanctions. Autre réaction de la Chine, suite à un dépassement de M. Poutine la semaine dernière, eh bien, la Chine va permettre aux entreprises énergétiques russes de revenir sur le marché des obligations en yuan. Autrement dit, les entreprises énergétiques russes vont pouvoir lever des financements en yuan. On parle notamment d'entreprises comme Zarubezhneft, comme Rosatom, peut-être Novatek, Gazprom, qui vont pouvoir donc se financer sur le marché du yuan, ce qui est quand même un signal très fort compte tenu du contexte que je vous présente en ce moment. Donc finalement, on voit les conséquences directes de l'entrevue de ces dirigeants à Tianjin la semaine dernière, hein, dans le cadre de l'Organisation de sécurité de coopération de Shanghai. Et donc, on voit que l'attitude des Américains contribue à calcifier un peu plus ce bloc eurasiatique, hein, Russie, Inde, Chine, malgré toutes les dissensions qu'ils peuvent avoir entre eux sur un tas d'autres sujets, ça ne manque pas. Mais s'il y a un sujet qui les rassemble vraiment et qui est un catalyseur pour les rapprocher, c'est celui des sanctions. Parce que là, il y a un rejet massif de la part des trois de la politique de sanctions des Américains en premier et des Occidentaux en général, qui incarnent tout ce qu'en fait ils rejettent sur l'ordre mondial dont ils veulent la fin et l'avènement d'un nouvel ordre mondial qu'ils appellent post-occidental. Donc ça, pour l'instant, on voit vraiment une polarisation assez forte là-dessus. Côté européen, on verra ce qui va ressortir de ces entrevues. Sur le fond, j'ai pas le sentiment que Trump a beaucoup bougé sur la question. Il montre de l'impatience, il montre de l'énervement. Il y a des petites phrases, on sait que de demain il pourra dire le contraire, ou sur le lendemain il pourra dire le contraire. Mais sur le fond, on ne se sent pas tout d'un coup pris d'un élan pour venir aider les Ukrainiens absolument, le quoi qu'il en coûte, à mon avis, il faut l'oublier. Il y a des biais d'humeur, mais sur le fond, ça change pas. Et sur le fond, ça change pas. J'en veux pour preuve un article du Financial Times qui a été publié ce week-end sur la fin de l'aide américaine, l'aide militaire américaine à l'Europe orientale. Enfin, toujours pareil, il y a les paroles et les actes. Parole de Trump, Poutine m'agace. Il y a eu la plus forte nuit de bombardement russe la nuit dernière avec 800 drones et missiles qui se sont abattus sur l'Ukraine, du jamais vu depuis 2022. Trump là-dessus a réagi hein, assez émotionnellement. Dans les faits, l'administration américaine annonce la fin de l'aide américaine pour l'Europe orientale. Alors, les Américains vont progressivement mettre fin à un programme d'assistance militaire pour les armées européennes qui sont situées le long de la frontière russe, principalement les pays baltes en fait, hein, avec un budget, dont ils disposaient d'un budget de 1,6 milliard de dollars qui était affecté à ces programmes d'assistance militaire et de sécurité pour la dernière période 2018-2022 qui manifestement ne sera pas reconduit selon le Financial Times. Donc notamment une initiative comme l'initiative sur la sécurité de la Baltique devrait disparaître et devrait être touchée. Par contre, il y a des choses qui seront préservées sur la livraison de matériel et autres, mais on voit que la voilure et l'enveloppe va se réduire très concrètement, j'allais dire en cohérence avec la politique de Trump de réduire les dépenses et de montrer à son électorat, notamment MAGA, eh bien que si on veut la sécurité des États-Unis, il faut payer pour, et si on ne paye pas, ben, il y aura pas cette sécurité ne sera pas offerte, ne sera pas gratuite. Donc ça revient à ce que je vous disais, je vais terminer là-dessus jeudi, à savoir que les Européens finalement aujourd'hui veulent encore plus de garanties de sécurité, notamment de la part des États-Unis, à la fois dans ce projet de force de réassurance en Ukraine, pour l'instant qui reste quand même
avec des points de suspension, mais d'une manière générale sur la sécurité en Europe, mais qu'il faut payer pour évidemment désormais payer pour ces garanties de sécurité, donc qui coûtent aujourd'hui plus cher et qui paraissent plus incertaines néanmoins qu'auparavant. Voilà, Président, je m'arrête là pour le topo de ce jour. Merci. Alors, on a un certain nombre de questions que je suis arrivé un peu au fil de ton exposé. Alors, notamment sur les questions enfin, de sanctions, on nous demande les Américains peuvent-ils pas raisonner les fameux bateaux fantômes? Euh, Alors, on peut tout imaginer. On peut imaginer qu'il tombe sur un tanker. Alors après, il faut regarder le droit international, le droit maritime international. Il faut regarder dans quelle zone il arraisonne pour pas que ce soit considéré comme un acte de piraterie. Il y a des règles assez précises. Vous pouvez arraisonner un navire, par exemple, à la demande de l'État qui fournit le pavillon, en tout cas le pavillon arboré par ce navire. C'est un exemple de condition qui vous permet de la raisonner. Vous pouvez la raisonner s'il passe dans votre zone économique exclusive ou évidemment à proximité de vos côtes. Euh, Même s'il y a ce qu'on appelle le droit de passage inoffensif, hein, qui permet en fait la liberté de navigation. Bon, il y a des conditions spécifiques. Admettons que les conditions soient réunies en un point précis, étant donné l'étendue de l'US Navy à travers le monde et la présence de la flotte américaine partout autour du globe. Imaginons que cela arrive, ce serait une escalade, évidemment, ce serait une escalade. Les Russes sont au courant, évidemment, de cette possibilité de scénario, et c'est pour ça qu'on a commencé à voir certains navires russes être escortés, notamment en mer Baltique, qui est une mer très petite, une mer relativement fermée, avec des corridors de navigation internationaux, mais bon, on passe toujours très près de zones économiques exclusives, près d'eau territoriale. Il y a eu des tentatives de la part de certains États riverains de la Baltique, de l'OTAN, voilà, d'arraisonner ou de contrôler des navires russes suspectés d'appartenir à la flotte fantôme ou appartenant à la flotte fantôme. Bon, on en avait parlé avant les vacances, hein, notamment de certains cas particuliers avec l'Estonie et la Finlande. Les Russes ont répliqué, ont fini par répliquer au début de l'été, hein. Évidemment, là, c'est le scénario quand même plutôt de l'escalade, parce que bon, on est en mer, les gestes mal interprétés peuvent vite dégénérer. En tout cas, il faut compter sur le sang-froid des équipages, l'expérience des équipages et des commandants de navires pour éviter l'escalade. Alors justement, là, c'est une question pour le spécialiste de la marine et de l'international, j'imagine, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le sujet russe, mais il y a eu apparemment une protestation de la Chine contre la marine canadienne et australienne qui aurait emprunté récemment le détroit de Taïwan, enfin le détroit séparant Taïwan de la Chine. Est-ce que c'est une conséquence du sommet de Shanghai? Est-ce que c'est l'OTAN au sens large qui teste la Chine? Comment interpréter ça? Bon, d'une manière générale, c'est un vieux sujet parce que le détroit de Formose, hein, comme on l'appelle, qui est entre Taïwan et la Chine continentale, est un sujet extrêmement sensible pour les Chinois et un irritant pour les Chinois dès lors qu'il y a des marines occidentales, notamment, en tout cas des marines, on va dire, d'adversaires ou de compétiteurs. Pour être, je sais pas, imaginons si les Japonais allaient entreprendre de passer par là, mais je crois pas que les Japonais soient passés par là depuis très longtemps, justement pour éviter les problèmes. Mais en tout cas, des marines d'États compétiteurs qui l'empruntent dans le cadre de la liberté de navigation qui est consacrée par la Convention de Montego Bay, hein, du droit de la mer. Bon. Les Américains, par exemple, l'avaient bien compris, et jusqu'à un temps pas si lointain, on va dire jusqu'au Covid, un peu avant ou un peu après du Covid, je me souviens plus, par exemple, ils n'envoyaient plus de porte-avions dans le détroit de Formose, parce que c'est quand même la démonstration de force un petit peu ultime pour l'US Navy, parce que, évidemment, ça pourrait être considéré comme de la provocation. Et alors, même si légalement, ils auraient le droit de circuler, hein, il y a un chenal international, il y a des eaux internationales, en pratique, ça peut être considéré comme de la provocation par la Chine. Et donc, par tact, par intelligence ou par, comment dirais-je, pragmatisme, ce que vous voulez, bon, les Américains s'en abstenaient. Je crois que maintenant c'est fini. Ils n'hésiteraient pas à reprendre certaines patrouilles, mais je ne crois pas qu'ils aient envoyé de porte-avions depuis. Il faudrait que je vérifie, mais je sais que c'est par exemple un exemple pour illustrer la sensibilité du sujet. Donc, en fait, il y a une type d'opération qui s'appelle, dont l'acronyme en anglais est FONOP, hein, c'est Freedom of Navigation Operations, ça veut dire les opérations de démonstration de la liberté de navigation, dont sont friands les marines occidentales, hein, c'est-à-dire d'aller
l'US Navy est évidemment pléthorique, la marine française aussi est quand même, mine de rien, bien équipée et présente, et tient à être présente sur plusieurs théâtres maritimes et océaniques, pour aller montrer, en fait, incarner cette liberté de navigation auprès d'États avec qui on n'est pas forcément d'accord sur tout, avec qui on n'est pas nécessairement ennemi, mais en tout cas où il peut y avoir des sujets délicats. C'est un moyen de montrer que voilà, on tient cette liberté de navigation. Et donc, c'est un type d'opération qui a tendance, ces FONOP, à être interprété par les Chinois, mais aussi par les Russes, en général comme des provocations. Avec les Russes, c'est le cas, par exemple, sur la façade arctique, puisque c'est arrivé que des navires de guerre occidentaux aillent naviguer dans les eaux du Nord, mais en n'empruntant pas les eaux intérieures russes, pour évidemment ne pas provoquer, mais néanmoins, les Russes avaient tendance à considérer ça comme étant intrusif, voire hostile, et le cas échéant, à le faire sentir. Il y a d'autres théâtres maritimes qui s'y prêtent pas, la mer Noire pour des raisons très spécifiques, parce qu'il y a traité de la Convention de Montreux qui régit cet espace-là. Vraiment, c'est un espèce d'espace très particulier en termes de droit maritime. Mais sinon, c'est le droit de la mer qui s'applique partout ailleurs. Donc le fait que les Canadiens, et je ne sais plus quelle marine, aient envoyé probablement des destroyers ou je ne sais quoi croisés dans des détroit de Formose, du point de vue international, ils ont le droit, sauf qu'évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les Chinois applaudissent des deux mains. Évidemment qu'ils vont envoyer une note de protestation, puisqu'ils considèrent que c'est de la provocation de leur point de vue. Alors, en restant sur les questions de Shanghai, il y a une question, voilà, un tout petit peu longue mais qui est intéressante, qui nous dit ceci. Lors du dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, quelle a été l'éventuelle position commune ou les divergences des États membres concernant le conflit en Ukraine et dans quelle mesure cette question influence-t-elle la cohésion et les priorités stratégiques de l'organisation? Au cas où ce conflit n'a pas été évoqué lors de ce sommet, quelle est la raison d'après vous? Alors, le conflit était évoqué par le président Poutine lors de son speech. Par contre, dans le document final, la fameuse déclaration de Tianjin, qui est extrêmement épaisse, il n'y a pas une ligne sur l'Ukraine. C'est-à-dire le sujet a été complètement passé par pertes et profits. Mais bon, quand on regarde la déclaration de Kazan, par exemple, des BRICS, du sommet des BRICS, il y a le sujet Ukraine est évoqué, mais dans des termes extrêmement généraux et avec évidemment aucun terme qui puisse froisser le pays hôte qui est la Russie. Quand on regarde d'autres déclarations avec des pays du Sud qui traitent de l'Ukraine, en général, c'est aussi des termes très elliptiques. Il y avait la formulation utilisée, par exemple, pour la plateforme du groupe des Amis de la Paix, qui était lancée par la Chine et par le Brésil. Une formulation qui était déjà peut-être un petit peu moins confortable pour la Russie, puisqu'on rappelait quand même la question d'intégrité territoriale, de souveraineté, etc. Bon, les grands principes qui étaient rappelés, mais ça allait pas au-delà. Donc, je crois que le sujet de l'OCS, finalement, l'Ukraine a été escamotée. Même si le contexte général que j'ai évoqué avec Trump, la question des tarifs, etc., qui est liée d'une manière ou d'une autre à l'Ukraine, était bien présente, mais d'abord abordée à travers l'angle Eurasie, l'angle OCS et l'élargissement de l'agenda de l'OCS à des questions notamment financières, avec le Banque de développement de l'OCS, dans cette logique de créer des institutions alternatives, même si c'est un très long chemin et que pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette banque de développement. Eh bien, une question peut-être anecdotique, mais Euh, notre ami Trump, qui aime bien renommer les choses, a récemment renommé le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui est purement américain et symbolique, ou est-ce que il y a pu avoir des réactions? Est-ce que les autres pays, et notamment la Russie, enfin, ou les ont eu hors OTAN, sont inquiets? Est-ce que c'est une prise de position qui indique plus d'agressivité? Enfin, comment est-ce que c'est interprété? Alors évidemment, c'est jamais un bon signe parce que ça accentue l'aspect martial, évidemment, de la vocation de ce ministère. Cela dit, les changements de nom, ça intervient ailleurs. Nous, on l'a connu en France avec le ministère de la Défense qui est venu le ministère des Armées. Évidemment, le ministère des Armées, dans la formulation à tonalité, c'est pas pareil que le ministère de la Guerre. Bon. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors, je pense que ça s'inscrit dans, j'allais dire, la frénésie de Trump de renommer, d'imprimer sa patte personnelle sur tout un tas d'institutions, avec cette police, par exemple, pour la lutte contre les migrants, la ICE, et puis ensuite le Golfe du Mexique qui est devenu le Golfe des Amériques, bon, maintenant le ministère de l'Armée. Donc, je pense que c'est vraiment remodeler, refaçonner les institutions selon son bon vouloir.
D'autre part, ça permet aussi de flatter peut-être certaines tendances de l'électorat MAGA, hein, qui est sensible à ces questions de défense et de sécurité. Et puis, bon, comme pour l'instant en politique étrangère, même s'il explique qu'il a terminé 6 guerres, bah, pour l'instant, en fait, Gaza-Israël, c'est pas fini, ça a même en réalité probablement, malheureusement, encore s'envenimer. Russie-Ukraine, on a vu une fenêtre diplomatique entrouverte avec Anchorage et Washington qui, en fait, là, s'est refermée, hein. Je rappelle les frappes russes avec ces 800 vecteurs envoyés sur l'Ukraine la nuit dernière, c'est du jamais vu. Bon, au-delà de la frappe elle-même, c'est aussi le symbole pour dire, ça y est, diplomatie, malheureusement, bon, il y a certainement des choses qui se sont passées, on ne sait pas tout, mais ça reste quand même le champ de bataille. Et si c'est un moyen pour lui, de mon avis, d'essayer aussi peut-être pas de sauver de la face, ce sera pas suffisant, mais de changer, de faire un petit contre-feu. Et je ne serais pas surpris que pour essayer de sauver la face, il se passe pas quelque chose ailleurs du côté du Venezuela, par exemple. Parce que vous avez vu qu'il rassemble une espèce de groupe de frappe au large du Venezuela. Là aussi, peut-être qu'il va allumer quelque chose. Bon, ça servira aussi de contre-feu peut-être à des entreprises qu'il a voulu réaliser qui n'ont pas été couronnées de succès sur d'autres théâtres. Alors, il y a une question, alors je ne sais pas dans quelle mesure elle est liée à quelque chose d'actualité précise. On nous demande, Orban va-t-il devoir choisir entre Trump et Poutine? D'autres personnalités et partis politiques en Europe vont-ils devoir également choisir? Alors, Orban, il a un petit peu déjà choisi. Moi, il me semble qu'il est quand même très trumpien, il affiche sa compréhension, pour pas dire sa sympathie à l'égard de Vladimir Poutine. Bon, Orban, lui, il a un contexte domestique très particulier. Il y a des élections qui arrivent au printemps prochain, je crois, mars ou avril 2026. En état actuel des choses, il les perdrait. C'est même pas sûr qu'il puisse se représenter. Il y a des chances il envoie un homme lige en quelque sorte qui en fait sera un continuateur de sa politique si jamais lui ne peut pas être prolongé dans ses fonctions, on va dire, sauf s'il trouve un tour de passe-passe pour convoquer des élections anticipées ou je ne sais quoi, mais en tout cas, lui-même en fait est devenu un peu un repoussoir manifestement pour une bonne partie de y compris de son ancien électorat. Parce qu'en fait, il fatigue les gens. C'est-à-dire que si les gens sont d'accord, en gros, avec les idées qu'il véhicule, d'une certaine manière, hein, quand même, mais la personnalité d'Orban est devenue une espèce de repoussoir, ça en pour ou contre. Et là, en ce moment, il y a plus de contre que de pour, même si sur le fond, les gens ne désapprouvent pas sa politique. Et il risque d'en faire les frais lors de la prochaine élection. alors pour finir, on a une question qui est plus alors qui est a priori du domaine intérieur, mais qui a une dimension un petit peu internationale. Plusieurs auditeurs nous indiquent qu'ils ont entendu parler de manifestations en Russie de jeunes qui protestaient contre l'impossibilité qui avait utilisé les messageries traditionnelles, WhatsApp, Telegram et autres pour la communication. Alors ça fonctionne encore de notre expérience pour envoyer des messages, mais en vocal ça ne fonctionne plus. Et donc déjà c'est assez extraordinaire qu'il y ait des manifestations en Russie, de jeunes en particulier. Donc est-ce que ça inquiète le pouvoir? Est-ce que ça peut avoir une influence sur les décisions? Et par ailleurs, ça nous conduit à réfléchir à la fameuse messagerie Max. Et donc, est-ce que cette messagerie est purement à usage interne ou est-ce qu'elle peut avoir une dimension internationale? Parce que si elle n'est pas internationale, je veux dire, ça enferme vraiment encore plus les Russes dans leur propre pays. Alors, est-ce qu'on revient à l'URSS prison des peuples? Alors, ma compréhension de Max, c'est que c'est censé, en fait, à terme, équiper la plupart des téléphones des Russes et que c'est censé devenir une application qui leur permet aussi de gérer des dossiers d'administration, avoir une fonction de chat, mais ça va au-delà de la fonction de chat, c'est pas seulement un WhatsApp. C'est censé être une espèce de mini WeChat, hein, pour ceux qui connaissent la Chine, avec cette méga application WeChat en Chine qui vous permet de absolument tout faire en réalité. C'est bien au-delà pour ceux qui connaissent, hein, de Yandex.Go, où vous pouvez déjà faire beaucoup de choses à travers l'application Yandex.Go. Quand vous êtes sur WeChat, c'est puissance 10, hein, vous payez vos impôts, payez vos factures, enfin, bref, c'est en fait la vie quotidienne qui passe par cette application-là et donc qui permet tout un tas de contrôles aussi, on imagine bien, à travers son installation dans le téléphone. Donc,
Max, évidemment, n'est pas aussi poussé, mais ma compréhension, c'est que c'est un peu ça, mais dans l'état d'esprit, hein, à l'échelle de la Russie. Donc, ça n'a pas forcément vocation à être utilisé, je sais pas moi, en Arabie Saoudite ou en France. En revanche, ça a probablement vocation à être utilisé par les touristes étrangers qui viendront peut-être un jour en Russie. Il faudra qu'ils installent peut-être Max pour fonctionner. Avec les visas dedans, les QR codes pour pouvoir, je sais pas moi, se déplacer d'une région à une autre. Enfin, j'essaie d'imaginer, mais j'imagine un petit peu quelque chose comme ça. Bon, ça c'est pour le premier point. Le deuxième point sur donc les manifestations. Alors, il faudra guetter si jamais ça reste localisé et de court terme, c'est-à-dire que ça s'essouffle très rapidement, ou si jamais on voit essaimer ces manifestations, une sorte de montée en puissance dans les villes de région, pourquoi pas à Saint-Pétersbourg ou Moscou, avec des gens vraiment qui protestent parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner avec les applications dont ils avaient l'habitude. Il y a un cas de figure qui s'était produit de mémoire en 2018, quand il y avait une première tentative des autorités russes d'essayer de bloquer Telegram. Ça avait donné lieu à des manifestations qui étaient déclarées auprès des autorités. C'était pas des manifestations spontanées avec des gens qui se rassemblent contre contre l'autorisation, hein, sans autorisation. Là, c'était autorisé, c'est-à-dire quand vous demandez de manifester en Russie, on vous autorise ou pas. Si on vous autorise, il y a des barrières dans un endroit qui sont installées, vous avez plein de police, et puis les gens vont dans l'espèce de zone qui est créée par ces barrières, et vous avez le créneau qu'on vous a octroyé pour faire votre manifestation. 2 heures, 3 heures, 5 heures, peu importe. Bon. Et il y avait eu ça sur Telegram, sur un des périphériques de Moscou. Et au final, ça avait fonctionné puisque les autorités avaient reculé sur la question du blocage de Telegram, très probablement aussi parce que techniquement, ça restait compliqué. Alors, sur la perception dans la société, la réception, il y a certaines enquêtes qui sortent, qui commencent à sortir, notamment réalisées par l'Evada, mais pas seulement, hein, un centre avec les études desquelles on travaille beaucoup, euh, qui, euh, qui a publié une étude très récente, selon laquelle 40, donc sur la question, l'utilisation des applications litigieuses, on va dire, et les problèmes que ça peut créer. Il y a 49% des sondés, 49% des sondés soutiennent la décision de Roskomnadzor, savoir le blocage de Telegram et WhatsApp, et 41% la désapprouvent, soit complètement, soit à peu près, mais la désapprouvent, hein. 49-41. Donc, une majorité, pas énorme, mais une majorité quand même de gens qui affirment soutenir cette décision pour des motifs, je sais pas moi, c'est ce qui a été mis en avant en fait par les autorités, hein, sécurité, je ne sais quoi. Bon. Mais quand on regarde dans ce qu'on appelle le breakdown générationnel, savoir qui utilise quoi et répond quoi en fonction de sa qualité, on s'aperçoit que sur les moins de 24 ans, alors c'est vraiment les jeunes, hein, c'est les ados et jeunes adultes, on va dire, moins de 24 ans, en fait, vous ne trouvez pas de WhatsApp. Ils n'utilisent pas de WhatsApp, les moins de 24 ans, d'après ce sondage. Ils utilisent très massivement Telegram à 91%. Ensuite, c'est Discord. J'avais même oublié Discord. Moi, je n'ai jamais utilisé, donc je ne connais pas. Yandex Telemost, je ne connais pas non plus. Et Instagram, qui est, je rappelle, bloqué parce qu'appartenant à Meta est donc considéré comme extrémiste par les autorités russes, parce qu'il y a une fonction de chat sur Instagram. Bon. Pour les 25-39, on va dire les actifs, là, évidemment, WhatsApp est massivement utilisé à 81%. Après, c'est Contact et Max qui arriverait avec 8% seulement. Donc, en fait, c'est cette frange des 25-39 qui est à guetter parce que c'est eux qui sont plus pénalisés, puisque c'est eux qui utilisent cette plateforme. Les autres utilisent Telegram, qui est bloqué aussi, mais est-ce que les 18-24 téléphonent beaucoup à l'étranger? Est-ce qu'ils téléphonent beaucoup pour le travail à l'étranger, etc. J'en suis moins sûr. Les 25-39, a priori, oui. Donc c'est peut-être eux qui vont aller manifester, sauf que eux, on l'a dit depuis des mois, ont vu leur salaire augmenter, des conditions socio-économiques qui se sont améliorées, il faut le dire, hein, pour les raisons sur lesquelles j'ai pas le temps de revenir. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faudra guetter. Il y a plein de facteurs qui se télescopent, mais il faudra voir si jamais ça prend de l'ampleur ou pas, ou si ça reste localisé, régional. Merci beaucoup. Eh bien, ce sera l'occasion d'en reparler jeudi. Merci de toutes ces informations que tu nous as données sur International. On se retrouve donc jeudi à 17 heures pour un panorama plus large, comme tous les jeudis, donc avec plus économie et politique russe, plus internationale, bien entendu. Arnaud nous rejoindra à ce moment-là. Et donc, d'ici là, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.